Mesdames et messieurs, préparez-vous à entrer dans l'arène de l'esprit. Bienvenue à la finale du concours d'éloquence de l'IAE de Lille, où seuls les plus valeureux se tiennent prêts à livrer bataille. Ce soir, sous les feux des projecteurs, des gladiateurs modernes s'affrontent dans un duel verbal sans merci. Les joutes verbales promettent d'être intenses. Un sujet, un participant à la positive, son adversaire à la négative. Les finalistes se dressent, déterminés et intrépides. Ce soir, ils ne reculeront devant rien pour captiver, convaincre et conquérir. Alors que l'intensité monte et que le meilleur orateur triomphe, bienvenue à la grande finale où l'éloquence règne en maître. Que le combat commence. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, faites du bruit! Vous êtes chaud, c'est parfait. C'est un immense plaisir pour moi aujourd'hui d'ouvrir et d'animer cette finale nationale du concours d'éloquence inter-IAE. Je m'appelle Martin, je suis étudiant aussi ici à l'IAE de Lille. Donc non, pour ceux qui se demandent, je ne suis pas un candidat recalé qui cherche quand même à être sur scène. Je suis là pour mettre de la valeur et la lumière sur nos véritables talents. Alors, un max de bruit s'il vous plaît pour nos finalistes. Mais avant, on va saluer tous les candidats qui se sont succédés aujourd'hui, qu'ils soient finalistes ou non. Ils ont relevé le défi de prendre la parole, de se dépasser et de prendre la parole aujourd'hui. Rien que pour ça, je vais leur faire un max d'applaudissements s'il vous plaît. On va aussi remercier nos jurys aujourd'hui, Monsieur Olivier Descamps, Monsieur Pierre-Antoine Gagneux, un max de bruit s'il vous plaît, des applaudissements. Monsieur David Kesmaret, Monsieur Grégoire Azola, Madame Christine Stéphane, Monsieur David Baudry, et pour finir, Monsieur Thierry Mounier, s'il vous plaît. Et bien sûr, tous les accompagnants et tous les amis, toute la famille qui sont venus aujourd'hui, parce que aussi d'être là ce matin. Après, depuis ce matin, ça aussi c'est une belle performance, donc bravo à vous. Et aussi saluons le courage et le talent de nos finalistes, parce que oui, l'éloquence, c'est pas savoir seulement prendre la parole. C'est aussi savoir convaincre, savoir émouvoir et aussi savoir captiver. Oser prendre la parole, défendre une idée qui, des fois, n'est même pas l'idée qu'on partage. Et se prêter au jeu de la joute oratoire avec respect et aussi beaucoup d'intelligence. Aujourd'hui, nos finalistes vont relever un défi, défendre une idée sur laquelle ils ont travaillé depuis seulement 1 heure. Esprit critique, créativité, répartie, c'est beaucoup de travail. Et on va pas se mentir, il faut aussi beaucoup de sang-froid, pardon. Donc un max de bruit pour nos finalistes, s'il vous plaît. Et comme le veut la tradition, je vais vous énoncer les règles pour cette grande finale. Alors, donc chaque candidat a tiré un sujet, à la positive ou à la négative. Ce sera celui qui a tiré la positive, qui ouvrira le débat pendant 1 minute 30. Ensuite, ce sera son adversaire à la négative, qui introduira également ses propos pendant 1 minute 30. Ensuite, ce sera une joute oratoire pendant 6 minutes. Donc normalement, c'est 3 minutes chacun, où vous pourrez débattre, argumenter et contre-argumenter. Et enfin, 30 secondes pour conclure et convaincre une dernière fois votre jury. Alors, sans plus attendre, on va accueillir nos finalistes chaleureusement et on va les applaudir encore une dernière fois s'il vous plaît. On va avoir Tilia de l'IAE de Savoie-Mont-Blanc, Zoé de l'IAE de Savoie-Mont-Blanc également, Gabriel de l'IAE de Valenciennes, Abdelawi de l'IAE de Perpignan, Lina de l'IAE de Savoie-Mont-Blanc, Zoé également de l'IAE de Savoie-Mont-Blanc, c'est en fait, Charles de l'IAE de Marseille, Quentin de l'IAE de Caen, Sophie de l'IAE de Nantes et enfin Hélène de l'IAE de Lille.
Et pour commencer, ce sera Tilia et Zoé qui vont s'affronter sur le sujet. La politesse n'est-elle qu'une forme d'hypocrisie? On va faire une photo, tout le monde. Un match de bruit pour notre premier finaliste, s'il vous plaît. Il en manque un, il en manque un. Un téléphone, c'est non. Ah, Désolé, Désolé. Hop, je te mets ça dans ton col. Est-ce que tu veux que je m'enlève Non, c'est bon, Ça regarde. va? Ça le fait? Bam, j'essaie de un peu le cacher. Ok. Top. Tilia, tu peux commencer. Tu as 1 minute 30. Bonsoir. J'aimerais vous demander votre attention à toutes et à tous, s'il vous plaît. Que de belles tournures, que de beaux applaudissements. Je vous remercie. Tous ces mots magiques, bonjour, s'il vous plaît, merci, au revoir, désolé. Ces tournures ont-elles un pouvoir surnaturel? Peut-être qu'elles ne sont dues qu'à des codes sociaux. Les premiers mots que l'on apprend sont ces mots magiques. On nous dit « Dis merci à tonton pour la Barbie qu'il t'a offert alors qu'on a 15 ans. » Alors on dit « Merci tonton. » Quand on nous passe le sel, sommes-nous vraiment reconnaissants de ce geste? Quand vous nous applaudissez, reconnaissez-vous vraiment la beauté de chacune des prestations que nous avons faites? Ou s'agit-il simplement de politesse? Nous vivons en société. Nous avons besoin des autres pour avancer. Nous avons besoin de l'approbation du jury pour aller jusqu'à la finale. Nous avons besoin d'eux pour survivre. Nous ne pouvons ni mépriser, ni maltraiter. Autrement, nous serions méprisés et maltraités en retour. Zoé, tu peux introduire. Hypocrite! Voilà bien une insulte suprême. Et c'est pourtant l'étiquette que l'on colle aux personnes qui décident d'introduire leurs pensées à travers la politesse. À ceux qui prennent soin, avant tout, de considérer l'autre. Mais alors, est-ce que être poli, ça serait vraiment tricher? Menteur! Quand votre voisin vous dit bonjour le matin, alors peut-être qu'il est fatigué, on ne le sait pas. Est-ce vraiment hypocrite? Ou est-ce une tentative de vous tendre votre main vers la considération? L'hypocrisie est très différente de la politesse parce que la politesse, c'est la preuve que nous sommes capables de dompter nos instincts et d'aller vers le respect. Alors non, la politesse... Oh merde, je suis désolée. Zoé, si tu me permets, moi, personnellement, mon voisin, quand il me dit bonjour le matin, j'ai pas envie de lui répondre. Alors, ce que je lui dis, c'est comment ça va? Parce qu'en réalité, existe-t-il une autre réponse à comment ça va que ça va bien? Est-ce que vous répondez autre chose? Est-ce que tu réponds autre chose? C'est très intéressant ce que tu abordes parce que je pense qu'avant tout, peut-être que ce voisin qui était fatigué voulait en fait que tu puisses l'accompagner et l'aider pour qu'il puisse finalement s'ouvrir vers quelqu'un. Parce que je pense que souvent on a du mal à comprendre que cette politesse n'est pas en opposition avec la sincérité. Mais c'est justement ce qui permet d'ouvrir l'espace à une possible discussion, à un possible échange. Penses-tu qu'être poli ferme vraiment des portes? Quand tu demandes à quelqu'un, quand dans un mail, dans tes premières phrases, tu dis « J'espère que vous allez bien ».
Je pense à cette professeure. J'introduis toujours mes mails par « j'espère que vous allez bien ». Est-ce que vraiment j'attends qu'ils me disent « oui, j'ai passé une belle journée, j'étais très contente de mes cours ». Non, vraiment pas. Est-ce que la politesse n'est pas... Oh my God. Est-ce que vos applaudissements ne sont pas une forme d'hypocrisie devant mes bégaiements? Est-ce que ces personnes qui sont venues le jour de l'enterrement de mon papa et qui me disaient qu'elles étaient désolées, se sentaient-elles vraiment concernées? Ou se sentaient-elles coupables de ne pas avoir été là au bon moment, de ne pas avoir posé vraiment la question « Comment ça va ?» C'est très intéressant parce que je pense que c'est justement un argument qu'il faut prendre en compte. Il faut considérer que la politesse est avant tout le vivre ensemble. C'est ce qui finalement nous permet de garantir un respect mutuel. Parce que, comme disait Kant, la politesse est ce qui participe à la dignité humaine. Alors oui, peut-être que ces personnes n'ont pas forcément connu ton père de façon très importante. Mais en allant à cet enterrement, elles ont prouvé qu'elles sont capables de reconnaître l'autre. Et justement reconnaître sa souffrance. S'ouvrir et ouvrir la porte à une personne qui pourrait potentiellement avoir besoin d'aide. Alors moi je considère, et je voudrais introduire une autre approche, je considère que cette politesse, elle nous permet aussi d'ouvrir la porte, et je fais beaucoup la métaphore de la porte, à l'empathie. Qu'en penses-tu ? Je pense qu'on se cache derrière des phrases toutes faites, des tournures toutes prêtes, que l'on ne pense nullement. De l'empathie, dis-tu ? Oh putain de merde. Sans argument, si tu veux. De l'empathie, dis-tu ? Peut-être que les personnes dans le public ressentent de l'empathie pour moi. De l'empathie ou de la fausse sympathie ? Toute la journée, on a été applaudis. Toute la journée, j'ai été félicitée pour mes discours. Était-ce sincère ? Était-ce de l'hypocrisie ? N'auriez-vous pas voulu avoir ma place ce soir ? Cette place que je hais en ce moment ? Je trouve très enrichissant que tu reprennes cette idée d'une hypocrisie déguisée, parce que je pense pas que la moitié d'entre vous se rappelleront de nos arguments peut-être demain. Mais je pense, et je reprends cette idée de l'empathie, parce que pour moi, la politesse, c'est avant tout, par exemple, saluer le sans-abri qui, dans la rue, ne se fait même pas reconnaître par la moitié des gens qui passent. Mais c'est aussi reconnaître le travail des personnes, par exemple, qui nous aident à nettoyer ces amphithéâtres. C'est avant tout comprendre ce que ressent l'autre. Alors pour moi, la politesse, c'est pas forcément de l'hypocrisie, et ça ne rime pas forcément ensemble, mais c'est de la courtoisie authentique. Je sais pas ce que t'en penses. Zoé, je pense que tu nous racontes des sornettes depuis le début. Ce que tu dis n'est que de la poudre de perlimpinpin. Nous nous manipulons à longueur de journée pour obtenir des services, toujours au travers de ces formules. Alors, ce soir, cher public lillois, je vous demande de faire le choix de la sincérité et de n'applaudir que si vous vous êtes retrouvés dans nos arguments. Je ne vous remercierai pas. Voilà. Encore une fois, je réitère que cette politesse peut être utilisée dans de nombreux domaines et pour différents moyens et causes. Mais en fait, ça relève de l'intention personnelle et non pas de l'origine même de ce qu'est la politesse. Alors aujourd'hui, encore une fois, public
Lillois, Lillois, je voudrais vous dire que non, la politesse n'est pas une forme d'hypocrisie. Bien au contraire, la politesse, c'est le reflet d'une humanité qui va refuser de ne pas voir l'autre. C'est la preuve d'une humanité qui choisit la dignité. Et surtout et avant tout, c'est la preuve que nous faisons un choix chaque jour de voir et de comprendre l'autre. Je te comprends, Tilia. Merci. Oh my god. Non, j'ai pas de conclusion. Oh my god. Zoé, tu veux conclure? Moi j'avais conclu dans ma partie d'avant. Autant que je conclue. Alors aujourd'hui, je voudrais conclure par vous dire que pour moi, la politesse n'est pas une forme d'hypocrisie, mais bien une forme de résistance. Face à un monde de plus en plus individualiste, il est de notre devoir à nous, à moi, à toi, Tilia, mais au jury et au public, de tendre la main vers l'autre et de toujours être ouvert à comprendre que nous n'avons pas forcément tous les mêmes réalités et que nous ne sommes pas forcément tous arrivés par les mêmes moyens ici et aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois pour votre attention et c'était un débat qui était dur. Dur. On a galéré. C'était trop dur, mec. Non, c'était trop dur. J'aurais pas pu défendre comme ça. C'est bien. Bravo. C'était trop bien. Il est resté super solide, c'est trop bien. Super bien. On va se bourrer la gueule. C'est pas en live. Si, c'est dans le micro. Zoé a clairement entendu. On va appeler nos deux prochains candidats. Un tonnerre d'applaudissements pour Abdelhaoui et Gabriel. Qui s'accrocheront sur le thème « Le siège du Jules est-il trop confortable ?» Merci. Bonne chance. Merci, toi aussi. Je peux y aller. Le siège du juge est-il trop confortable? Mais de quel siège parle-t-on? De ceux-là? Ces minables chaises en bois qui ont la même stabilité que mon niveau en comptabilité? Et de quel juge parle-t-on? De ce jury si gentil qui sourit car je les éblouis? Nom de Dieu, non. Bien sûr que non. Derrière ces quelques mots, je me revois môme. J'étais au collège, je ne sais plus c'était dans quelle matière, mais de ces rires, je m'en rappelle. J'ai ouvert la bouche et ils ont vu un appareil dentaire. Tout à coup, j'étais plus l'ami dont ils étaient fiers de parler à leur mère, mais Abdelwahid, fil de fer. Cependant, il y avait une minorité qui me comprenait. Sofiane, sourire d'âne, Thomas d'Anglais, et cette fille qui ne souriait jamais. Ah oui, je m'en rappelle. Émilie d'Ampouri. Qu'est-ce qu'on peut être méchant quand on est petit? Oui, il me comprenait car il partageait ma souffrance contrairement aux autres. Ceux avec les dents bien blanches, bien alignées. Mais après tout, comment leur en vouloir? La vie les avait juste trop bien lotis.
Leur siège était trop confortable. Eux, ils étaient affalés sur un canapé. Mais nous, on avait des chaises à moitié fracassées. Merci. À l'annonce de ce sujet, une multitude d'idées me sont venues, grâce ou à cause de l'actualité brûlante. Les procès tant médiatisés, qu'ils soient sur d'autres continents, en Europe, en France ou dans les faits divers, sont la source de jugements qui n'en finissent plus. Mais au final, il y a ce jour une activité encore plus brûlante. Ici, dans cette salle. Et des juges, on en a un paquet. Pour pas dire un panier. Suffit de piocher. Et soyons francs, qu'on ait été sélectionnés ou non, nous sommes tous allés les voir avec cette même question. Pourquoi ce jugement? Et nous avons tous entendu la même réponse. Difficile de départager, mais il a fallu trancher. Et la réponse est alors évidente. Ok, au-delà des sièges de l'IAE qui ne sont pas top. D'ailleurs, amis de l'IAE de Lille, je suis prête à en témoigner. Mais sans vouloir préjuger, je suppose, chers contradicteurs, que nous allons pouvoir bientôt en débattre. Merci. Puisque nous n'avons que 3 minutes, je pense qu'il est nécessaire de structurer ma pensée. Alors ma première prise de parole sera sur mon plan d'argumentation. Ce plan a 3 parties. La première est que les juges sont sur un siège. Suspense. La deuxième est que nous sommes en France, donc que nous raisonnons comme des Français. Et la troisième, c'est que c'est un juge, donc un homme, donc par définition qu'il est faillible. À vous. Je ne vois pas tellement le rapport avec le sujet qu'on aborde ici. Imaginez un procès qui dure 4 jours, voire 5, voire 6, voire 7. Vous imaginez le pauvre homme ou la pauvre femme qui juge ce procès, elle va tout de même pas s'asseoir sur une malheureuse chaise en teck. Il lui faut un petit peu de confort, cette pauvre femme. À vous. Eh bien moi, à l'inverse de vous, je pense que justement, la chose sur laquelle il s'assoit est trop confortable pour être un juge honnête. Pour délivrer la bonne sentence, il faut descendre dans les bas-fonds, ceux auxquels ils sont tombés, pour pouvoir les juger, ou au moins les comprendre. Au contraire. Pour pouvoir juger vos pairs, il faut savoir prendre un petit peu de hauteur. Cette hauteur vous permet de prendre un recul qui est nécessaire à pouvoir prendre le beau jugement et à adopter une position qui est pour moi la meilleure à prendre. À vous. Justement, comme c'est le sujet, moi je pense plutôt le contraire, que le siège, c'est trop haut pour voir ceux qui sont par terre. Vous comprenez? Voir les gens d'en haut, alors qu'on n'a pas vécu leur situation, qu'on ne connaît pas leurs vices, qu'on ne les comprend pas finalement. Mais, si je ne m'abuse, vous ne devez pas défendre le sujet à la positive. Justement. Le siège est trop haut, le siège est trop confortable. Le siège, il est difficile de prendre des décisions. Un juge doit se mettre en danger. Les erreurs judiciaires sont possibles. Il est pris à la gorge par ceux qui sont avides de justice. Il est très souvent l'ordre en face de lui. Cette hauteur dont vous parlez, pour moi, elle est nécessaire pour savoir prendre du recul au risque de me répéter. Que vous dire de plus? Vous croyez que quand vous avez des juges, l'icône de la justice, est une balance. Il y a un certain équilibre à trouver. Cette hauteur participe du coup à cet équilibre. Le juge doit faire en sorte d'équilibrer les choses. Je vois. Moi, justement, je pense qu'on ne peut pas comprendre une personne qui a le frigo vide et qui est partie voler pour le remplir, tandis que quand on rentre chez nous, on a juste à ouvrir la porte et on a toute une panoplie de condiments à nourrir, afin de nous nourrir. Vous comprenez? Et dans le sens contraire aussi, comment comprendre les personnes addictes aux jeux d'argent, les grandes personnes, par exemple au casino, tandis que nous, on n'a même pas assez pour pouvoir se payer une école de commerce, par exemple.
Argument qui se vaut, pour en parler de ceux qui volent, il a volé l'orange au plus grand voleur d'orange. Certains se diront bien fait, ce n'est que justice. D'autres diront voler est un péché. Le juge, dans sa position ardue, doit donc décider. Que choisir entre la porte céleste ou celle de la condamnation? Quel inconfort pour ce pauvre magistrat. Le siège de ce juge n'est manifestement pas si confortable que ça. Vous avez évoqué un fait qui me semble important. Vous avez parlé de péché. Et ça m'a rappelé justement le fait que lorsqu'on juge une personne en France, on n'a pas le droit de le condamner à mort. Tandis que, par exemple, en Iran ou en Arabie Saoudite, rien qu'en 2022, en Arabie Saoudite, par exemple, 196 personnes ont été condamnées à mort. Et simplement pour des faits de drogue et d'agression. Pourtant, s'ils étaient jugés en France, ils seraient tous en vie encore. Donc, ça montre une certaine faillibilité du système. Vous défendez la position que le juge est dans un siège qui n'est pas si confortable, enfin qui est trop confortable. C'est ce que vous défendez. Donc vous êtes en train de me dire que c'est simple pour un juge qui vient d'ici ou d'ailleurs de décider si cette personne va vivre ou va mourir. C'est bien plus complexe que ça. Ce n'est pas si confortable. Toute décision qui va arbitrer la vie de l'un, la vie de l'autre, qui va changer la vie de l'un, la vie de l'autre, est évidemment une décision qui est dans l'inconfort extrême. Évidemment qu'il n'y a rien de confortable à décider si lui, vous, moi, je vais mourir demain ou je vivrai. Que ce soit ici ou ailleurs d'ailleurs. Bravo. Malheureusement, j'ai la positive, donc je vais continuer dans ce sujet. Mais j'avoue que vous m'avez emballé. Mais donc, si on continue dans ce sujet, on est d'accord que ce droit dans lequel le juge serve justement, dont les juges se servent pour condamner ces personnes qui ont péché, viennent d'un droit qui est chrétien, qui a des racines chrétiennes, puis maintenant woke, voilà, ou de démocratie. Et donc, ce sujet, justement, il y a une complexité avec ça. C'est pour ça que je dis qu'il est trop confortable pour eux. C'est qu'ils n'ont pas, au final, assez de matière pour faire. Parce que ce même juge qui va désigner une peine et qui va trouver pour lui qu'elle est juste dans ce pays, au final, dans un autre, ce sera un crime. Et c'est lui qui l'aura commis. La politique, pour conclure. Ok. Pour conclure, je pense que les meilleures personnes vers qui se tourner pour convaincre cette rangée, c'est les scientifiques de la pensée, les poètes, les philosophes, les écrivains. Et si je devais résumer ma pensée en quelques mots, je ferais appel à Montesquieu. Je cite, « La justice est l'assise de la société, mais elle ne doit pas être un fauteuil moelleux pour ceux qui la rendent. » Merci. Voilà, alors finalement ce débat, ce n'est rien d'autre qu'une petite approche de l'immense chef-d'œuvre de Sidney Lumet, 12 hommes en colère. Personne ne peut penser que le juré qui a évité la peine de mort à ce jeune de 15 ans se battant pour modifier le jugement de chacun des 11 autres jurés avait jusqu'au bout de la décision finale une place confortable. Personne. Merci. Bravo, c'était excellent. C'était très bien, merci. Ah putain, je vais pas ranger le micro. S'il te plaît. Félicitations. Bah, merci. On va accueillir nos prochains candidats, et plus précisément des candidates. On va appeler Lina et Zoé. Qui répondront à mieux vaut-il seul que mal accompagné. Attendez l'applaudissement s'il vous plaît pour vous encourager. Comme ça, C'est tout? dans un pli, ça te dérange pas? Si on fait un pli. Ça passe. Ça tient?
Non, t'inquiète pas, je vais le mettre comme ça, c'est ici. Il est où le temps? On va faire comme ça. Il est où le Ça te va? chronomètre? Ok, super. Ok, d'accord. Il est là. T'as vu? Ok. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Oui, car mieux vaut avancer seul que de traîner le poids de mauvaises influences. Imaginez un instant être entouré de personnes qui ne partagent ni vos valeurs, ni vos aspirations, et pourtant on l'accepte souvent. On l'accepte par peur de la solitude, par peur de l'isolement. Mais choisir d'être seul peut au contraire devenir une véritable opportunité, celle de se recentrer sur soi-même, de cultiver des relations authentiques et de se protéger d'influences négatives. En revanche, être mal accompagné peut mener à des relations toxiques, où l'on se sent constamment diminué, jugé ou incompris. Alors oui, il vaut mieux être seul que mal accompagné, car c'est dans la solitude que l'on trouve la force de se construire, de se réinventer. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais vous prouver que être seul est bien plus bénéfique que d'être mal entouré. Car aujourd'hui, on l'accepte trop souvent. Et je vais vous le montrer. Il vaudrait mieux être seul que mal accompagné. Dans ce cas, pourquoi même les criminels les plus dangereux redoutent-ils l'isolement de la prison? Pourquoi, dans l'histoire, on voit que même les alliances les plus bancales entre rivaux ou concurrents ont-elles permis de sauver des nations? Aristote dit « L'homme est un animal politique ». Car l'homme, nous sommes des êtres sociaux et nous ne pouvons survivre seuls. Certes, des fois, nous sommes mal accompagnés. Les personnes qui nous entourent sont imparfaites. On a des amitiés intéressées, on a des amours décevants. Mais cela nous permet d'apprendre. Seul, on ne peut pas apprendre. Seul, on se renferme sur soi-même. Croire qu'être seul est la meilleure solution, finalement, ce serait refuser la complexité de notre monde. Seul, on disparaît. Mais mal accompagné, on peut apprendre, on survit, des fois, on triomphe. Car être mal accompagné, ça peut nous permettre de nous renforcer. Oui, il ne vaut pas être seul, il vaut mieux être mal accompagné. Merci. Je voudrais commencer par affirmer que la solitude permet la liberté. La liberté sans contrainte imposée. Une liberté de choix, de décision. Agir selon ses propres désirs, ses propres convictions, sans compromis ni pression sociale. Parce qu'être mal accompagné signifie de devoir s'adapter à l'autre, à ses pensées. L'autre qui ne partage ni nos valeurs, ni nos objectifs. Alors oui, la solitude devient une forme de liberté, un choix volontaire qui nous permet de prendre le contrôle de notre vie. Je comprends votre point de vue. Cependant, j'aimerais ajouter quelque chose. Certes, lorsque l'on est seul, on est face finalement seulement à nos idées. Et oui, lorsqu'on est seul, on fait ce qu'on veut finalement. Les autres, on s'en fiche. C'est nos idées le plus important. On n'est pas contraint par d'autres. Mais si l'on est seul,
on a seulement notre idée, on a seulement nos pensées. Les autres, ils ne sont pas importants. Si l'on prend l'exemple de Louis XVI, vous le connaissez tous, je pense, c'est celui qui s'est fait couper la tête avec la Révolution française. Pourquoi ? Pourquoi s'est-il fait couper la tête ? Eh bien, je vais vous le dire. C'est une raison très simple. C'est parce que Louis XVI, il était seul à lui-même. Il était seul face à ses idées. Il ne connaissait pas la réalité. Il ne savait pas que son peuple, dehors, mourait de faim. Et les gens se sont révoltés. Et c'est légitime. Un leader seul, finalement, c'est un leader faible. Lorsque l'on est seul, on n'a pas le point de vue des autres. Et je pense que le point de vue des autres, il peut nous enrichir. Je souhaite ajouter que je comprends votre point de vue, mais n'oubliez pas que la solitude que je défends n'est pas une forme d'isolement forcé, mais un choix réfléchi, un moment de ressourcement. Et chacun peut trouver un équilibre entre être seul et entretenir des relations saines, sans pour autant s'enfermer dans ses propres idées. Je comprends le point de vue. Et c'est vrai que d'un côté, lorsque l'on est seul, on n'a pas forcément des mauvaises idées. Mais finalement, je pense que la solitude, penser que la solitude permettrait finalement une construction de soi-même, c'est une illusion. Parce que la solitude, ça nous coupe des opportunités. On ne peut pas réussir seul. Des fois, même lorsqu'on est mal accompagné, eh bien, ces personnes qui nous accompagnent, elles servent nos intérêts. En 1997, Apple était en faillite. Des millions et des millions d'euros en négatif. Et le dirigeant d'Apple a décidé de coopérer avec Microsoft. Et à l'époque, Apple et Microsoft, c'était pas amis-amis. C'était les grands concurrents. C'était à surtout pas faire. Mais sans l'argent apporté par Microsoft, Apple aurait sombré. Et on ne connaîtrait pas les iPhones d'aujourd'hui. Je pense que d'un côté, nous-mêmes, on a des bonnes idées et on peut faire quelque chose, mais on n'ira jamais loin. On a besoin des autres et même si ce n'est pas forcément des bonnes idées, c'est toujours mieux que d'être seul. On a besoin des autres pour créer des choses finalement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je peux comprendre votre point de vue, oui. Mais il faut quand même savoir que si on veut faire valoir nos idées, il faut les partager avec ceux qui nous comprennent. Si nous sommes mal entourés, cela touche notre bien-être. On arrive sur de la manipulation, sur de l'opposition. Un mauvais accompagnement devient un poids. Et la solitude permet des projets solides, basés sur nos propres visions, sans distraction. L'entraide est importante, mais il faut d'abord savoir chercher le bon accompagnement, les bonnes personnes, les bonnes influences. Le positif, vous pouvez conclure. Je voudrais conclure en vous affirmant qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, car on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Comme l'a dit Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres. Les gens peuvent nous apporter des choses, mais il faut trouver les bons. Et pour cela, il faut savoir se recentrer sur soi. Il faut être sincère avec soi-même, se connaître, avant de pouvoir s'ouvrir et d'échouer, de tomber. Je vous invite à réfléchir. Mieux vaut-il être seul que mal accompagné ? Moi, je vous dis aujourd'hui que parfois être seul, c'est être libre. J'aimerais conclure
ce débat en disant que la solitude, c'est un piège. Il faut être entouré de personnes, même si elles sont imparfaites, car elles nous permettent d'évoluer, elles nous permettent d'apprendre, elles nous permettent de reconnaître finalement ce qui ne va pas. On n'apprend jamais de ses succès, on apprend de ses erreurs. Mais seul, on n'apprend rien. Seul, on n'a pas d'expérience. Être mal accompagné, ça nous permet d'évoluer, ça nous permet de ne pas sombrer dans l'oubli ou dans la solitude. Finalement, c'est une opportunité. Merci. Ça a tenu. Super. Merci beaucoup. Bravo. Loulou. Pour cette 4e joute, on va pouvoir accueillir Charles et Quentin. Un tonnerre d'applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Lion ou mouton, sommes-nous prédestinés à être l'un ou l'autre? Ah ouais. Merci beaucoup. Chers collègues, adversaires, compatriotes, tout ce que tu veux. J'ai le soleil dans la gueule. Hein. Ouais, vraiment. Oh la vache. Putain, t'as pas de chance. Je te regarder, tu vas m'éblouir. Waouh, quel argument. Magnifique. C'est la positive qui commence. Exactement, ouais. Quand je veux. Lion ou mouton? Puissant ou bidon? Dans un monde demandant de l'ambition, qui oserait se retrouver en tant que proie à être chassé? Qui oserait être assez fou de prendre le risque de se placer face à la supériorité? Il faut choisir. Déjà, savoir le faire, prendre des initiatives, est un signe d'envie, de perspective. On ne peut pas ne rien être. Enfin, je compte sur mon collègue pour me contredire. J'espère qu'il trouvera les mots pour vous faire plaisir. Moi, je vous parlerai. Non pas encore une fois pour le contredire, mais pour vous sauver d'une mort certaine. Si dans cette vie, vous n'osez pas être simple matelot ou capitaine, dans cette arche de Noé, où mouton et lion, dans une même cage, partagent cette diversité. Précédemment, nous avons parlé d'interculturalité, de respect, de la diversité. Lion et mouton, nous avons chacun un avenir tracé. Certains choisissent, d'autres non. Mais qui que vous soyez, trouvez votre place dans votre bateau, prêt à démarrer sur cette mer agitée. Venez dans la cage, n'ayez pas peur. Que vous soyez passif, agressif, suiveur ou leader. Merci. Je sais que la journée commence à se faire longue. Mais cher jury, cher public, encore un petit effort et laisse-moi faire appel à ton imagination. Imagine un monde où dès la naissance, chaque individu est marqué au fer rouge, lion ou mouton. Les rôles seront donc figés, prédestinés et impossibles à changer. Un destin écrit d'avance, où chacun est condamné à subir ou à dominer sans pouvoir y échapper. Vous trouvez ça absurde? Eh ben moi aussi. Et croyez-moi, cher jury, croyez-moi, cher public, il n'y a pas que notre impression première qui appuie nos propos. Les exemples historiques sont nombreux, il ne manque pas Steve Jobs, J.K. Rowling, Nelson Mandela, pour n'en citer que peu, et j'en ai un paquet en stock. Ces individus n'étaient pas destinés à devenir les figures qu'ils sont devenus par la suite. D'ailleurs, il suffit d'un contre-exemple pour valider notre propos. Une telle prédisposition, comme elle est présentée dans cette idée absurde, ne permettrait pas ces transformations. Au-delà de la prédisposition dont parle le sujet, qu'on a vu être fausse, au mieux impossible, le sujet présente une binarité figée,
Une vision manichéenne depuis, il me semblait, depuis longtemps réfutée. Dans ce débat, je démontrerai que notre environnement, nos choix et notre libre arbitre priment sur tout destin figé. Nous verrons que l'éducation, l'expérience et la volonté permettent de transcender ces rôles prétendument préétablis. Pour l'heure, revenons à nos moutons. Je te vois, cher collègue, impatient, comme un lion en cage. Alors, cher contradicteur, je tiens à te féliciter pour ton beau discours, mais je tiens à te rappeler, enfin, si tu as bien écouté mon introduction, que j'ai introduit le fait qu'on ne choisissait pas ce que l'on devenait. On ne choisit pas, mais on peut le devenir. Nos expériences, en effet, nous manipulent. Mais c'est que nous sommes destinés à le devenir. Les lions marchent seuls, les moutons marchent en troupeau. Mais que serions-nous si les moutons faisaient un pas de travers? S'ils ne suivaient pas le troupeau, les lions, que dirigeraient-ils? On a des exemples historiques, hein. On peut tous les prendre. Depuis le début de l'humanité, une minorité dirige et une majorité respecte les règles. Comment expliquez-vous cela? Argument attendu, argument évident. Les dirigeants dirigent, les soumis restent soumis. Que fais-tu des révolutions? Que fais-tu de la Révolution française? Que fais-tu des soulèvements des peuples? Des révolutions, de la chute de l'apartheid, du printemps arabe? N'est-ce pas des moments où les soumis, où les moutons ont pu faire face aux lions, ont pu reprendre le pouvoir? Si la seule base de ton argumentaire pour expliquer que les moutons restent les moutons, c'est le système que l'on a choisi, tu vas à contresens, cher contradicteur. Alors, si je suis ton argument, c'est ce qu'on se répète, mais encore une fois, tu as utilisé un exemple différent, mais en effet, les moutons peuvent très bien devenir des lions ensuite. S'ils ont été introduits comme moutons dès le départ, qu'est-ce qui les empêche d'être lions plus tard? Mais on reste dans cette même catégorie, les lions ou les moutons. Ils sont moutons au départ et deviennent lions ensuite. Mais ils sont prédestinés à l'être. Mais s'ils peuvent changer le cours de leur histoire et oui, de passer de mouton à lion ou de lion à mouton, ils sont donc pas prédéterminés? C'est que l'on est prédéterminé à l'être directement. En effet, on peut être directement mouton, mais un mouton peut se démarquer des autres et aller dans le camp des lions ensuite. Dans tous les cas, nous sommes prédéterminés à être lion ou mouton. Je pense que nous tournons en rond, alors il vaut mieux un silence que des mots inutiles. Mais tu précises dans ton argumentaire qu'un mouton peut devenir lion ou choisir de rester mouton. Il n'est donc pas prédestiné à être l'un ou l'autre. As-tu déjà vu un lion devenir ensuite un mouton? Un mouton peut faire une ascension, mais est-ce que un lion prédestiné à diriger se laissera faire? Et il ne se laissera pas faire, mais l'histoire nous a montré que beaucoup de dirigeants ayant un pouvoir pendant un court moment, face notamment au soulèvement des peuples dont j'ai parlé et dont tu n'as malheureusement pas répondu, se retrouvent dans des positions de soumis où ils perdent leur pouvoir, où ils se font submerger par cette masse. Alors je vous demanderai ensuite un exemple de politicien ou de lion devenu ensuite mouton. En effet, les moutons, s'ils ne suivent pas correctement le troupeau, la majorité prime sur la minorité. Mais la minorité dirige la majorité. C'est le cas de l'État français, avec un lion, des lions, et nous, le troupeau. Pourrions-nous oser se clamer comme lion? Qui dirigez-vous? Je crains mal te suivre. J'ai l'impression, prenons un exemple assez concret, prenons des dirigeants souvent manipulateurs, prenons des régimes totalitaires, des personnalités qui ont un pouvoir très fort d'un coup et qui l'ont systématiquement perdu. Les lions deviennent moutons, ils deviennent soumis à l'avis de la population qu'ils ont opprimée pendant des années, pendant longtemps, pendant des guerres, par de multiples manières.
Mais tu as l'air de revenir toujours sur la manière de préciser à quel point on est soit mouton, soit lion, et qu'on ne peut pas être un mélange des deux. Mais la vie autour de nous montre bien qu'on choisit ses comportements. On a des positions dans lesquelles nous sommes plutôt lions, des positions dans lesquelles nous sommes plutôt moutons, pour rester dans cette binarité-là. Cette binarité-là, elle n'a pas de fondement. Nous ne sommes jamais soit l'un, soit l'autre. Après, les deux ne sont pas opposés, mais permettent justement de se compléter. Comment ferait le lion pour diriger si les moutons ne respectaient pas la majorité? Vous avez parlé de soulèvement, en effet, mais dans la plupart des cas, lorsque les moutons se révoltent, les lions sortent les griffes. Le nombre de fois où nous avons pu voir des exemples historiques où la population a tenté de se révolter et a été corrigée par des militaires armés. Mais, Je vous laisse continuer. effectivement, il y a de nombreux cas où l'oppresseur ou le violent a la main sur l'oppressé. Mais le fait qu'il existe des exemples nous montrant qu'un lien peut être fait entre les deux, que cette binarité-là n'est pas manichéenne, qu'il s'agit d'une transition entre les deux. Ça suffit pour réfuter l'argument qu'il n'y a pas besoin d'être soit l'un, soit l'autre, qu'on peut être les deux à la fois, plusieurs fois, variés tout au long d'une vie, commencer à la naissance en étant d'une manière ou d'une autre, puis changer, faire face aux révolutions, mais aussi à son environnement social, à son environnement culturel. Comme tu l'as dit si bien au début, le sujet de ce matin illustre très bien ça. Alors, je finirai par vous dire, dans ce monde déconstruit, où tout le monde cherche sa place, lion ou mouton ne sont pas de simples classes. Ils sont ce qui nous permettent d'être, d'exister et d'affirmer sa place dans la société. Qui que l'on soit. Cher jury, cher public, nous avons vu que ni l'environnement, ni notre nature, ni notre naissance ne déterminent de manière absolue notre place dans la société. Les lions ne sont pas nés pour dominer, les moutons ne sont pas condamnés à subir. Chacun d'entre nous possède la capacité de choisir, de se réinventer, de dépasser les limites apparentes. Nous ne sommes ni lions, ni moutons, nous sommes des êtres humains capables de briser les chaînes d'un destin figé, libres de notre volonté, libres de notre destinée. Merci beaucoup. Oh mince, merci vous avez... Je pars pas avec. Yo-yo. Pour cette 5e et dernière joute, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour Sophie et Evan Goulet. Le monde de demain sera-t-il meilleur qu'aujourd'hui? Je clipse. Genre là. Ça va ça? Je te l'accroche juste ici sur ta veste. Parfait, merci. Tout brûle, tout s'enflamme, tout disparaît. La forêt est rongée par le feu. Puis, un tout petit oiseau, de la taille de mon pouce, à coups de bec, prend de l'eau et le recrache sur le feu. Alors, les animaux se demandent, mais pourquoi, toi si petit, essayes-tu d'éteindre ce feu? Et le colibri répond, si
si tous ensemble, si tous les animaux, peu importe notre taille, avons l'espoir d'éteindre ce feu, nous y arriverons. Alors, tous les animaux s'y mettent et le feu s'éteint. Je suis ce colibri. J'ai de l'espoir. J'ai espoir en un monde où je peux sortir dehors en laissant ma porte ouverte. J'ai espoir en un monde où je peux errer tard la nuit. J'ai espoir en un monde où je fais confiance en mon voisin. Le monde de demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Je vois à présent que vous faites la fière avec vos spéculations. J'en suis même ébloui, mais laissez-moi vous dire que malheureusement, le monde d'hier n'est pas meilleur que celui d'aujourd'hui. Et que celui de demain l'est encore moins. Laissez-moi vous rappeler de ce temps qu'à 20 ans ou moins, nous ne pouvons connaître, où l'on se posait au bord d'une terrasse en écoutant Aznavour, où l'on se remémorait les moments où rien n'était important si ce n'est ces pierres qui chantaient, mais qui nous permettaient quand même de voir la vie en rose. C'était hier, demain c'est peut-être notre dernière danse. On remue le ciel, le jour, la pluie. Avec notre pollution, on harcèle et dépendra encore plus de notre addiction au fléau de notre époque. Oui, je parle bien de TikTok. Et je vous pose la question, comment imaginez-vous un monde dans lequel ceux qui l'animent ne sont motivés que par une chose, cette fameuse dopamine? Aujourd'hui, la force d'aujourd'hui n'est que l'espoir n'est pas perdu. Aujourd'hui, ChatGPT n'a pas encore pris ma liberté. Et en France, pour l'instant, et que en France, je tiens à le dire, j'ai encore la chance de pouvoir respirer. Demain n'est que dégradation, risque et division. Mais aujourd'hui, je vous le dis, il reste encore un peu d'humanité dans le monde dans lequel on vit. En France, le taux de mortalité infantile est passé de 50% à 3% de 1945 à 2024. On peut voir ici qu'on a évolué. Hier, ils ont cru en la recherche et en le développement pour qu'aujourd'hui, le taux de mortalité infantile diminue. Parce qu'hier, ils ont eu espoir que demain serait meilleur, on a évolué. Alors aujourd'hui, j'ai espoir que demain sera meilleur pour qu'on continue à évoluer et que la médecine continue d'avancer. Je suis d'accord. Certes, nous réduisons les maladies, mais malheureusement, nous en créons d'autres. La dépression, l'anxiété, elles ne font que décoller, d'ailleurs 20% en 7 ans, si on veut encore donner des chiffres. La pénurie, d'ailleurs, des médecins, elle ne s'installe que d'année en année. Une projection alarmante en 2035, d'ailleurs. Donc, cette mortalité infantile, qu'est-ce qu'on en fait si on n'a plus de médecins? Oui, je vous écoute. Ne sommes-nous pas déprimés parce que justement, nous pensons que demain va être un jour horrible, atroce, un jour où tout ira mal? Absolument pas. Si nous avons de l'espoir que demain serait meilleur, nous serons beaucoup moins déprimés. Je comprends, sauf que j'ai l'impression que votre argument ne réside que sur l'espoir. Or, moi, j'aimerais parler de chiffres et je trouve que en ce moment, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de pollution, il y a beaucoup de dégradation, il y a beaucoup d'animaux qui meurent, même d'enfants qui meurent. Je ne pense que je ne vais pas vous réciter toutes les guerres qu'il y a eu en ce moment. Et je pense qu'elles y seront encore dans quelques années, malheureusement. Je suis d'accord avec vous. Merci. Un monde meilleur, comme disait Aldous Huxley, ne peut être créé que par ceux qui acceptent la réalité sans s'enfermer dans les illusions. Alors, vous me parlez de chiffres, je ne veux pas des illusions pour avoir un monde meilleur, mais je veux des faits. Donnez-moi les chiffres concrets. Les chiffres concrets de quoi, s'il vous plaît? Les chiffres concrets de la pollution des animaux, je veux des chiffres. Je vous ai parlé des chiffres concrets que je vous ai donnés sur l'argument que j'ai donné, qui est les maladies, qui elles ne font que décoller de 20%. D'ailleurs, elles étaient à 10% en 2004, elles sont aujourd'hui en 2024 de 37%. Et la source? Puis-je avoir la source? La source La source, c'était Média France de mémoire. Média France de mémoire. Média France de mémoire.
Je pense que vous voilez la face et j'aimerais que ici on ne se voile pas la face parce que je veux avoir foi en l'humanité et je veux léguer un avenir meilleur à mes enfants. Je veux que mes enfants puissent rêver. Je veux que mes enfants puissent se dire que demain sera meilleur. Donc s'il vous plaît, ne vous voilez pas la face et essayez de vous dire que demain sera meilleur parce que demain sera meilleur. Mais madame, vous critiquez mes chiffres, mais j'en donne, vous ne donnez que de l'espoir. Or, je ne donne que les chiffres, moi. Quels sont vos chiffres à vous, s'il vous plaît? C'est un fait. Si Churchill n'avait pas d'espoir, on serait encore sous l'Allemagne nazie. Si Martin Luther King n'avait pas rêvé, il y aurait encore la ségrégation raciale aux États-Unis. Si Simone Veil n'avait pas cru aux droits des femmes, on serait encore soumise en France. Alors non, ce ne sont que des catalyseurs, car ce qui a fait que tout a changé, ce sont leurs actions et non pas qu'ils ont cru. Ils ont cru, donc ça a créé leur action. Là, je crois que malheureusement, le monde n'ira pas mieux demain. Car de toute façon, il allait mieux hier, et aujourd'hui, il va moins bien. Vous êtes en train de faire un argument fallacieux. De dire que parce qu'on ne croit pas, c'est pas possible que ça arrive. Mais c'est pas parce que vous ne croyez pas, que moi, parce que je ne crois pas, je ne vais pas y arriver. Mais ce n'est pas parce que vous croyez que ça va forcément arriver. Mais bien sûr, mais c'est parce que je crois que ça peut arriver. Et c'est parce que je crois que ça va arriver. Et parce que votre petite personne pense que cela va arriver, ne veut pas dire que cela va arriver. arriver. Je suis une petite personne. Plus grande que moi apparemment, mais bon. S'il vous plaît, revenons au sujet. Allez-y, c'est ce que je demande depuis tout à l'heure. Je vous demande de ne pas être égoïste et de croire que demain pourra être meilleur. Parce que ici, nous, on a la chance de faire partie de ce concours. Parce qu'on fait partie des 10% les plus riches de la population. Donc on se croit être dans un monde merveilleux. Mais le monde, je ne veux pas être utopiste, le monde n'est pas si merveilleux que ça. Il y a des enfants qui souffrent, il y a des guerres. Mais parce que je crois que demain est meilleur, je crois que cela peut s'améliorer. C'est important d'avoir de l'espoir, c'est ne pas être utopiste d'avoir de l'espoir. Avoir de l'espoir, c'est penser aux autres et ne pas être égoïste dans mon propre confort. Il est très intéressant ce que vous dites, le fait que nous vivons dans les 10% les plus riches et qui fait que nous pensons que nous avons de l'espoir. J'ai fréquenté les 90% les plus pauvres et laissez-moi vous dire qu'eux n'ont plus l'espoir pour la simple et bonne raison qu'eux voient qu'ils n'ont pas de futur tout simplement. Vous avez un futur, mais je connais des gens qui, eux, n'en ont pas. Donc vous pouvez vous permettre d'avoir de l'espoir, certains ne le peuvent pas. Et moi, j'aimerais répondre à ces personnes qui sont dans la souffrance, ces personnes qui cherchent à fuir leur pays, que si, ils peuvent y croire. Parce que je me sentirais malsaine, inhumaine, d'aller voir quelqu'un qui souffre, qui voit ses parents mourir, et lui dire « N'espère pas, ne crois pas que demain sera meilleur, parce que ton avenir est prédéfini et tu ne vas pas y arriver. » Ce serait horrible et ce serait égoïste de ma part d'aller voir cette personne qui souffre et de lui dire « Tu ne pourras pas t'en sortir. » Ce serait peut-être égoïste, mais ce serait surtout une chose, ça serait réaliste. Parce que, laissez-moi vous dire que l'espoir ne fait pas forcément ce qui va se passer. Moi aussi, j'espérais devenir basketteur, mais je fais un concours d'éloquence aujourd'hui. L'espoir ne fait pas forcément que tout ce qu'on espère va se passer. Mais malheureusement, ça nous permet de encore rêver. Mais à nouveau, revenons au sujet. Aujourd'hui, vous êtes en finale. Oui. Maintenant, et vous êtes fiers. Merci. Aujourd'hui, je suis devant vous parce que j'ai eu de l'espoir. J'ai eu l'espoir de me retrouver de nouveau en finale à Lille. J'ai eu l'espoir que mon monde de demain est mieux que celui d'aujourd'hui. Osez croire en un monde meilleur. Je vous assure, tout le monde, tous ensemble, on fera en sorte qu'il le soit meilleur. Oui, je vous affirme, nous ferons en sorte que ce monde le soit meilleur, comme vous dites. Mes chers contradicteurs, après avoir écouté vos arguments que j'entends, je ne peux que vous dire que ce que vous dites de demain n'est que ce que nos descendants disaient avant d'aujourd'hui. Et j'apprends d'eux, j'essaye de ne pas être naïf, j'ai passé l'âge de croire au monde parfait et en l'espoir. Comme je me suis efforcé à vous le faire comprendre en vain, aujourd'hui est bien meilleur que demain, car vous avez beau ne pas me croire, il reste quelque chose que nous n'aurons pas plus tard, l'espoir. Merci. Merci beaucoup.
Bonsoir les candidats. On va se fixer le temps d'une petite demi-heure pour que nos juges puissent délibérer. Et on se rend rendez-vous ici dans 30 minutes. Hello, tu m'entends? Tu peux couper le rec en attendant. Allô. Est-ce que tous nos candidats sont dans la salle? Est-ce que vous pouvez lever nos candidats, s'il vous plaît? Alors, nos juges ont délibéré. J'étais dans la salle, je peux vous dire que ça n'a pas été facile. Ça a été très difficile sur toute la journée. Et avant de remettre les prix, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour toute la team Éloquence de Lille qui a réalisé tous les événements. Et je peux vous dire qu'ils ont fait un formidable travail. Vous pouvez également vous applaudir, vous en tant que public, vous avez été géniaux. N'oublions pas tous les candidats qui ont participé aujourd'hui. Vous pouvez également vous applaudir chaleureusement. Et pour finir, un tonnerre d'applaudissements pour nos juges qui sont devant nous ici. Et que, sans plus attendre, annoncer le top 4 de la journée suspense. Bon, je vais commencer. Bien, déjà merci à tous, c'était vraiment très intéressant, très enrichissant. Effectivement, on a mis un bout de temps avant de délibérer parce qu'on n'est pas tous d'accord, mais on a réussi à trouver un consensus sur le top 4 parce que il y avait des bons arguments, des bons éléments, des très bons orateurs, et donc 3 n'a pas suffi, on a étendu jusqu'à 4. Donc pour faire lien avec le discours sur l'hypocrisie, effectivement, bravo à tous. Et donc le numéro 4 à ce stade, c'est Even, bravo à toi. Félicitations, Even. Alors, roulement de tambour, qui veut les faire? Pour le top 3, c'est Lina. Ensuite, à la 12e place, Gabriel. C'est un moment assez solennel pour moi, parce que je viens rendre la coupe, et c'est un moment de passation que j'apprécie beaucoup. Je fais durer un peu le suspense comme ça, j'ai envie de dire. Vous pouvez commencer un nouveau roulement de tambour. Le grand vainqueur du concours d'éloquence est Quentin.
là, tout le monde est rentré chez eux là. Comme vous voulez, Bon, on vous remercie d'avoir participé à la journée. Pour encore une fois vous applaudir et applaudir notre grand chauffeur. Merci à tous. Bravo, chauffeur de salle. On va faire une petite photo. Si tu veux, toi aussi.